Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a déjà dit, on vous le répétera à chaque numéro, Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Ces valeurs sont donc au centre des clés et de secrets de la réussite et du succès. Comme à chaque émission, nous allons ensemble les passer en revue afin que vous puissiez les avoir à votre disposition. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous faire émerger toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci donc d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et surtout à participer à nos débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau de Congo d'Excellence, un véritable plateau mobile qui est planté aujourd'hui sur la place des Évolués, une place qui prend de plus en plus de place justement sur les cartes postales. Nous sommes donc ici en plein cœur de la commune de La Gombe. Tout à fait, Christelle, une place avec une magnifique fontaine, il y a beaucoup de vent, il faut quand même le préciser, mais nous allons évidemment profiter de cette occasion pour plonger dans l'histoire des racines de la capitale congolaise en suivant le parcours surprenant d'un des natifs de cette ville, Kinshasa. Nous allons, chers téléspectateurs, passer en revue les clés et les secrets de la réussite et du succès, mais cette fois dans une version typiquement quinoise. Et c'est un passage en revue qui se fera naturellement en compagnie de nos intervenants. Ils sont donc ce soir les véritables porte-parole de la jeunesse congolaise et je m'empresse à les saluer. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et bien à vous. sûr, Nathalie, on ne saurait commencer cette émission sans remercier notre chaleureux public tellement spontané et qui nous fait preuve d'un véritable soutien indéfectible. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous tous sur le plateau de Congo d'Excellence. Eh bien Christelle, je propose que sans plus tarder, on puisse découvrir justement l'invité d'aujourd'hui à travers ce portrait. Lorsqu'on parle de Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, plusieurs casquettes viennent composer le profil de cet homme d'affaires implanté depuis presque 5 décennies. Il est aujourd'hui un des baromètres de l'entrepreneuriat congolais, mais surtout une des principales références dans le milieu socio-professionnel. Son sens des affaires aiguisé l'avait conduit à acheter une petite entreprise de services qu'il va réussir à transformer en seulement une dizaine d'années en l'une des plus grandes sociétés de services de référence et leader dans son secteur. De même dans le secteur industriel où il a transformé et hissé au plus haut niveau la principale société de fabrication métallique. On le retrouve également dans la finance, en tant que président d'une banque panafricaine qui évolue dans 32 pays sur le continent, dans la RDC. Il est également dans les télécoms, en qualité de président d'un groupe international. Sur le plan social, il s'est beaucoup investi, notamment dans le secteur de l'éducation. Oui, une véritable propension à se lancer des défis qui le guident assez tôt vers le monde de l'entrepreneuriat et au fil duquel il va tracer son parcours à succès. À ce jour, il est le premier vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, mandat lui confié par l'ensemble de ses pairs du monde des affaires du Congo, et ce, après avoir eu à présider pendant plus de 10 ans aux destinées de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qu'il a mis en place en même temps que la Chambre de commerce belgo-congolaise. Né en 1943 dans la capitale congolaise alors Léopoldville, Jean-Pierre Kiwakana est le deuxième d'une modeste famille de 4 enfants. Le patriarche Pierre Mantuila est un ancien agent de la force publique qui, plus tard, ira finir sa carrière à l'Otraco, l'ancêtre de l'actuel ONATRA. Il démarre sa scolarité à l'école Saint-Pierre dans l'actuelle commune de Kinshasa et débutera ses humanités gréco-latines à Sainte-Anne. En 1962, c'est au prix d'un concours brillamment gagné qu'il devient bénéficiaire d'une bourse accordée par l'ambassade de France. C'est finalement en Belgique, auprès de sa sœur aînée, qu'il ira poursuivre ses études à l'université d'État d'Anvers, dont il partira avec un diplôme en sciences économiques. En 1968, il va se spécialiser en économie appliquée. Il sera retenu à la fin de ses études pour travailler dans le marché commun européen.
Un premier pas vite interrompu par un télégramme venu du Congo signé par Prosper Mandrandele, alors directeur du bureau politique, qui lui intimera l'ordre de rentrer servir son pays. À son retour, il est affecté au collège des conseillers économiques à la présidence de la République. En 1969, il est chargé par le cabinet du chef de l'État de réaliser une étude sur les mécanismes visant à promouvoir les efforts économiques opérés à cette époque. Il sera ainsi un élément déterminant dans l'équipe chargée de mettre en place la véritable foire internationale de Kinshasa d'heureuse mémoire, dont il deviendra commissaire général adjoint. Jean-Pierre Kiwakana n'a pas encore 30 ans. Il y restera de 1969 à 1976. Contacts, voyages, rencontres, conférences constituent son agenda quotidien. Et c'est ce qui va consolider son intérêt pour les affaires. Il se fixe alors l'objectif de quitter les services publics avant ses 40 ans afin de se consacrer aux affaires. Il va profiter d'un incident pour se libérer de son poste afin de s'assumer pleinement. S'ensuivra alors une période de décompression qui va durer 18 mois et qu'il mettra à profit en allant volontairement travailler dans une ferme où il apprendra à faire du fromage, à gérer du bétail, à organiser la distribution des produits agricoles, à monter et gérer les piscicultures. Jusqu'au jour où une ancienne et déterminante relation d'affaires qui conduisait les destinées du groupe Fabri-Metal, puissant groupe belge de l'époque dans des domaines industriels, vient à sa rencontre. Il s'agit de Madame Francine Lejeune, représentante de Fabri-Metal, qui va le présenter aux personnes qui deviendront plus tard ses partenaires. Ils sont alors en quête d'actionnaires pour relancer les activités du secrétariat social de la main-d'œuvre qui venait d'être laminé par les effets de la zaïrianisation. Détail important, Jean-Pierre Kiwakana n'a jamais été acquéreur de quoi que ce soit de la zaïrianisation. Sans ressources nécessaires, il refuse pourtant de devenir un actionnaire fictif. Son refus, preuve de sérieux dans son travail, sera capital dans la détermination de ses partenaires. Il va pour cela bénéficier d'un crédit d'honorabilité. Le 22 juillet 1977, il devient le président du groupe Sesomo. S'ensuivra alors une expansion non seulement à travers des secteurs connexes, mais aussi la diversification avec le développement d'un service informatique adapté à l'évolution du continent. En 1980, un intérêt croissant pour l'industrie lui fait acquérir des parts de l'entreprise Mobimetal. 10 ans plus tard, il réussit à devenir l'unique propriétaire de cette entreprise dont l'expertise se situe dans la fabrique des structures métalliques. Presque 40 années se sont écoulées depuis le premier pas. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala fait ainsi partie de ceux qui ont traversé l'histoire congolaise tout en restant fidèle à lui-même. Marié depuis 48 ans à Madame Kiwakana, Jean-Pierre Kiwakana est un mari comblé et père de 3 enfants. Discrétion, sérieux et sens de la dignité ont été les piliers sur lesquels repose une réputation à la hauteur du personnage. Il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Monsieur Kiwakana Kimayala, soyez le bienvenu sur le plateau de Congo d'Excellence. Merci. Alors, Monsieur Kiwakana, bonsoir encore. Bonsoir. Alors, c'est un saisissant portrait que l'on vient de voir tout à l'heure. On y découvre votre parcours, on y voit vos débuts et surtout, on prend connaissance surtout de votre expérience à travers ce portrait. Mais selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un élément que nous avons manqué? Vous avez manqué de signaler que vous me faites regretter mes cheveux. Ah oui. Mais les photos que vous avez publiées, il y avait encore beaucoup de cheveux, comme la plupart des jeunes qui sont ici. Mais vous vous rendez compte maintenant que tous mes cheveux sont partis. Ceci dit, on passe à... Non, mais on vous y a effectivement vu très jeune. Vous n'avez, à part les cheveux, ceci dit, pas beaucoup changé, alors quel est quand même le secret de ce maintien? Mais je vous remercie. C'est que je fais pas... je suis très discipliné. Oui. Et une hygiène de vie extrêmement rigoureuse. Je dis ça parce qu'on est à l'heure du diabète, de l'hypertension, de beaucoup d'AVC qui sont en fait liés à un problème d'hygiène de vie. Je ne sais pas, c'est peut-être parfois chez certains un problème génétique, mais surtout un problème de discipline, je crois, un problème de discipline. Je crois de l'alimentation également.
l'alimentation fait beaucoup, enfin, d'après ce que les médecins disent. Tout à fait. L'alimentation joue un rôle très très important et la consommation excessive de l'alcool également. Donc vous ne buvez pas ou pas beaucoup? Quasiment jamais. Voilà, on peut applaudir. Hein. Eh bien, Monsieur Kiwakana, quand on regarde votre parcours et surtout quand on s'intéresse à votre vie, on réalise qu'elle est ponctuée de réalisations de taille. Et bien sûr, la première de celles qui a retenu notre attention en tant que personne qui vous ont interviewé, c'est justement le groupe Sessomo, Nathalie. Oui, oui, tout à fait, Christelle. Le secrétariat social donc de la main-d'œuvre est un très bel exemple en République démocratique du Congo de réussite entrepreneuriale, mais aussi de système de soutien à la classe socio-professionnelle que sont les employés, chose qui est quand même assez rare au Congo. Et pour en savoir un peu plus, eh bien, j'invite nos téléspectateurs à suivre cet élément. Le secrétariat social de la main-d'œuvre, Sessomo en sigle, est une société spécialisée dans les services. Présent en RDC depuis plus de 60 ans, le Sessomo n'avait pourtant pas été épargné par le vent de la zaïrianisation qui avait balayé le pays en 1976. En quête de sang neuf, le groupe va porter son choix sur Jean-Pierre Kiwakana. Le challenge qu'il va relever était alors de mettre en place une société de services ayant en charge la gestion de la paix des entreprises, la fiscalité, la comptabilité, le conseil et l'accompagnement dans les projets d'investissement. Le Sessomo ne comptait comme seule activité que la gestion de la paix des agents. Au fil du temps et avec le rajeunissement des cadres, le Sessomo a su s'adapter aux tendances du marché congolais pour rapidement devenir une des rares sociétés de services. Jean-Pierre Kiwakana en est d'abord l'actionnaire pour en devenir plus tard le plein propriétaire. Leader dans son secteur, le Sessomo va au-delà de ses objectifs premiers pour s'étendre dans d'autres branches d'activité, telles que le placement, le recrutement du personnel ou encore la location de la main-d'œuvre. Nous sommes les seuls dans le pays à tenir des statistiques des mouvements du personnel dans tout le pays. Le Sessomo aujourd'hui est présent dans la majeure partie des grandes villes du pays, promouvant ainsi la paix sociale dans les entreprises. Elle se dresse comme l'auxiliaire sur la garantie de l'application des textes légaux. C'est oui ou c'est non. Le texte dit ceci, c'est ce que nous devons faire. Le Sessomo travaille en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales, notamment la Direction générale des impôts, l'Institut national de sécurité sociale, pour la pleine garantie des droits des employés dans les entreprises. Eh bien, avec votre permission, Monsieur Kiwakana, et celle, bien sûr, de nos téléspectateurs, nous allons donc nous lancer dans le jeu de questions-réponses. Et nous allons pour cela donc plonger au cœur de votre expérience pour aller y chercher les leçons indispensables à l'éveil de notre jeunesse, avide de plus en plus de connaissances, mais aussi évidemment de moyens et d'idées pour émerger dans la vie. Alors, Monsieur Kiwakana, êtes-vous prêt pour ce marathon de réflexion? Tout à fait. Nous passons tout de suite la parole pour la première question à Christian Djema. Lors de la zaïrianisation, M. Kiwakana, beaucoup de dignitaires avaient reçu des entreprises. Mais vous, M. Kiwakana, n'aviez rien pris. Qu'est-ce qui a motivé votre refus? Pourquoi refuser de boire le lait de la République? Vous avez raté le gros lot quand même. Hein. Non, non, je vais être franc avec vous. Et d'ailleurs, comme dans mes habitudes. Vous savez, à l'époque de la zaïrianisation, ma mère me fait venir, ma mère, qui me dit à Lingala ceci, papa na kolisaki bino na mbongo te, soki na yoki yo otui eloko ya motu oyeko kundangai. Voilà ce que ma mère m'a dit. En français, comme vous pouvez le savoir, papa, vous avez été élevé dans la plus grande modestie. Si j'apprends que vous acceptez quelque chose qui ne vous appartient pas, vous venez m'enterrer. Vous savez, quand vous dites ça à un enfant, c'est très fort. Donc, au-delà de toutes les tentations, au-delà de toutes les propositions, je me suis tenu à
suivre l'éducation que j'ai eue de mes parents. Voilà, c'était simplement ça. Mais les choses ont quand même beaucoup changé aujourd'hui, hein. Je pense que dans un cas similaire, aujourd'hui, on vous aurait traité dans votre propre famille, enfin peut-être pas votre famille telle qu'elle est, mais la plupart des familles, aujourd'hui, on vous aurait traité, excusez-moi, de Youm, peut-être, si je puis dire. Non, je crois qu'il ne faut pas que nous exagérons. Vous savez, le comportement d'aujourd'hui, ce n'est pas un comportement culturel. Ça n'a jamais toujours été comme ça. Ce sont des comportements qui sont dus aux circonstances, que les hommes peuvent changer, que nous-mêmes les Congolais, nous pouvons changer, nous pouvons modifier. Mais pour cela, il faut que nous ayons la volonté de vouloir modifier cela. Vous savez, lorsque nous étions petits, je crois qu'ici à Kinshasa, l'acte dans la famille qui était inacceptable, c'est de voir un enfant tendre la main dans la rue. Ça, c'était inacceptable. Donc nous ne pouvons pas dire que ce comportement-là est un comportement culturel. Non, ce sont des comportements qui sont imposés par les effets de certaines situations que nous-mêmes nous avons créées, il faut le reconnaître. Même si ceux qui ne nous veulent pas toujours de bien ne nous ont pas facilité la tâche, mais nous devons reconnaître également que nous avons créé ces situations, que nous pouvons nous-mêmes corriger également. De quelle manière, ça c'était notre débat. Je vous remercie. On passe à la deuxième question qui est celle de Lionel. Monsieur, c'est un choix qui nous semble assez curieux. C'est que vous partiez d'un cabinet présidentiel pour la terre avec ses exigences. Alors, dites-nous, Monsieur Kiwakana, ces choix étaient-ils délibérés ou bien vous étiez contraint, forcé de partir? Les deux à la fois, mais d'abord au départ, il y a la volonté. En fait, je m'étais fixé comme objectif à l'époque de quitter les fonctions politico-administratives avant mes 40 ans. Ça, c'était une volonté personnelle. Donc, en fait, ça m'habitait. Et ceci est parti d'un incident, simplement. Incident, heureusement ou malheureusement, auquel j'étais présent. C'est d'entendre dire « Moto Navani Mingwana Bolongolaye ». Bon. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Est-ce qu'il est efficace? Oui. Mais il est resté longtemps, il faut le faire partir. Ça m'a fait peur, à l'époque. Alors je me suis dit, il faut qu'avant mes 40 ans, que je puisse servir mon pays autrement que nécessairement par la politique. Ça c'est un. Et des deux, j'ai eu l'opportunité, devant un incident qui s'était créé, un incident qui peut arriver quand les hommes sont ensemble, il y a parfois quelques frictions. Et à partir de cette friction, j'ai décidé volontairement de partir. Et je peux vous dire que quand j'avais décidé de partir, j'avais les meilleures conditions, je vous dirais même qui étaient supérieures aux conditions à l'époque d'un commissaire d'État qui s'appellerait aujourd'hui ministre. Donc je suis volontairement parti. Donc, si je vous suis, vous avez voulu anticiper une situation possible pour garantir votre autonomie en fait. Vous avez dit mieux vaut partir dans les conditions choisies par moi, donc préparer, plutôt que d'être surpris par les événements. C'est ça l'idée, donc être sûr de votre destin en fait. Absolument. Okay. Mais alors, vous savez, j'ai voulu également à ce moment-là, c'est une question de défi, simplement démontrer que alors je sortais des lumières pour me retrouver à travailler dans une ferme. Vous savez, vous les jeunes aujourd'hui, vous diriez, mais je vais aller faire quoi dans une ferme? Et la ferme en question m'a permis d'apprendre à gérer, à aimer la terre, à gérer la terre, à faire du fromage, à travailler. Vous savez, il y a eu des gens qui m'ont suivi à cette ferme, les collaborateurs directs. Il faut dire que
quand je suis parti, je voulais également démontrer aux uns aux autres qu'il n'y a pas que les honneurs, parce que je suis en train de parler devant des jeunes, il n'y a pas que des honneurs que vous voyez là qui comptent. Et pour vous dire la preuve, c'est que la ferme était devenue populaire. Les gens se déplaçaient, venaient voir si effectivement je travaillais dans cette ferme. Les uns venaient pour se moquer. Quand ils arrivaient, ils me demandaient, je veux avoir tel produit. J'avais mon jeans, j'avais mon t-shirt, j'entrais dans le poulailler, j'allais lui chercher ce dont il avait besoin. Mais c'est simplement pour vous dire que la première valeur, la vraie valeur, c'est d'abord le travail. Il n'y a que le travail qui valorise l'homme. Rien d'autre. Votre valeur ne dépend pas de la qualité du costume que vous avez sur vous. Votre valeur ne dépend pas de la marque de la voiture dans laquelle vous roulez. Votre valeur ne dépend pas des prix des chaussures que vous avez aux pieds. Votre valeur dépend surtout du travail que vous réalisez. Rien d'autre. Voilà. Mais il faut le dire aux jeunes, hein, il y a des millions et des millions d'hectares de terres cultivables, arables, disponibles, bien plus qu'il n'y a de jobs dans des bureaux. Donc ça serait important que peut-être eux aussi envisagent cette carrière-là. Eh bien, Monsieur Kiwakana, nous allons continuer d'évoluer dans cet échange. Et justement, donc, lorsqu'on regarde un peu votre portrait, votre biographie, on voit que l'une, entre autres, de vos principales qualités managériales est votre capacité à diversifier vos activités, diversifier vos entreprises en les orientant notamment vers de nouveaux secteurs. Vous vous lancez donc des challenges que vous relevez généralement avec brio, et on l'a vu, on le voit en tout cas notamment dans le cas de Mobimetal. Christelle? Nathalie, quand on regarde votre parcours, Monsieur Kiwakana, quand vous aviez pris Mobimetal, c'était une petite entreprise et vous avez rapidement réussi à en faire une véritable référence en termes de construction métallique. Alors je ne ferai pas plus de commentaires et je vais donc vous inviter à suivre ce Télémonde reportage. Autre ouvrage d'une vie, il s'agit de Mobimetal Entreprise, la branche industrielle du groupe Sesomo. Installée à Kinshasa depuis 1959, la société Mobimetal totalise 55 ans d'expérience entièrement consacrée à la fabrication métallique. Nous sommes spécialisés, nous, dans la construction métallique. Nous sommes une entreprise de construction, mais spécialisée dans la construction métallique. Et nous avons une technicité, un savoir-faire quasiment unique dans ce pays. Composée de deux principales parties, les installations de Mobimetal se regroupent en deux hangars. Le premier hangar, Mobinox, abrite toutes les machines de préparation et de fabrication des pièces métalliques. Découpe, poinçonnage avant l'assemblage de l'ouvrage. Le second hangar se consacre principalement à l'assemblage des ouvrages métalliques et se compose de trois départements. D'abord, la chaudronnerie, où sont produits les ouvrages en tôle préformée comme les citernes de carburant. La charpente, qui s'occupe de tout ce qui est ossature de structures métalliques. Bâtiments mixtes, hangars, stations de service. La menuiserie, qui prend en charge la fabrication des portes, fenêtres, petits châssis de véhicules ou carrosseries pour pick-up, grilles parcellaires. Mobimetal est une marque de fabrique dont les œuvres se comptent à travers la ville de Kinshasa, mais aussi en province. Mais l'ambition de cette entreprise ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On constate que les gens sont de plus en plus intéressés par réinvestir. C'est une tendance qui est là depuis un peu moins d'une dizaine d'années. On a connu quelques années très difficiles entre 1991 et 2003-2004, où les choses étaient un petit peu à l'arrêt. Aujourd'hui, les gens osent un peu plus. Eh bien, bienvenue de retour sur le plateau de Congo d'Excellence. Je rappelle, nous sommes dans l'ambiance ouragantesque, dirais-je, de la place des évolués. Une place qui a beaucoup changé au fil d'un temps assez récent, un peu comme la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez des évolutions de la ville de Kinshasa ?
Vous me posez la question sur la ville de Kinshasa. Mais la ville de Kinshasa, comme toutes les grandes villes, ont énormément évolué. Ouais. Énormément. À l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, on était 500 000 dans la ville de Kinshasa. Tout à fait. Tous les jeunes se connaissaient. Je pouvais rencontrer un jeune, je savais exactement dans quel quartier il habitait. Et puis, la convivialité ou la vie était différente, n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Il y avait une solidarité dans les familles, parmi les gens. À cette époque-là, il était rare, très rare, de voir un deuil dans la famille. Très rare. D'ailleurs, à l'époque, on portait le deuil pendant des années. Ouais. Hein? Car c'était vraiment... c'était vraiment... 40 jours, etc. Voilà. Donc, on se connaissait, tout le monde se connaissait. La ville était une ville, bien entendu, assez réduite. Parce qu'à mon époque, la ville de Kinshasa s'arrêtait à Pont Kasavubu. Tout ce que vous voyez Matungé, d'ailleurs on appelle ça Nouvelle Cité. C'était la brousse. Voilà, donc si on doit parler de la ville de Kinshasa, et je ne sais pas si vous savez que la ville de Kinshasa s'arrêtait à Pont Kasavubu là. C'est comme ça d'ailleurs que vous verrez l'aéroport de Ndolo était le seul aéroport du pays à l'international qui était en dehors de la ville. Et puis le Lingala, que vous appelez Lingala, est-ce que quelqu'un peut me dire que veut dire Lingala en français? Alors, dans le public, allez, les jeunes là. Qui sait? Question à $100. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Lingala en français. Une fois, deux fois. Tout le monde a souri, Qui habite à Lingala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite à Lingala? Ici, levez la main. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, Lingala? Personne d'autre n'habite à Lingala? Ah, il y a quand même quelques habitants, et vous ne savez pas donc. Je vais vous dire, Lingala veut dire cimetière. Voilà. Hein? Parce que là, Lingala veut dire cimetière. Là où vous avez les maisons, la commune de Lingala, c'était le grand cimetière de la ville. Aïe, aïe, aïe. Au fait, ça s'appelait Saint-Jean, commune Saint-Jean à l'époque. C'est comme ça d'ailleurs qu'on construit la cathédrale juste en face. Oui. Mais tout ce quartier, jusqu'à le grand bâtiment de la radio, de la télé, c'était un cimetière. C'était le cimetière de la ville. Oh là là. J'en Ça connais fait qui froid vont dans pas le dos, là. Et Lingala veut dire cimetière. En quelle langue? En Lingala, en Kikongo, en Lingala, ok. en Lingala. En Lingala, cimetière veut dire Lingala. Ok. Voilà, aujourd'hui... On veut le faire oublier aux gens aujourd'hui pour garder la valeur des immeubles. Bon, non, mais ça a été désaffecté et puis on a construit la ville. La ville s'est agrandie vers là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Nos parents nous disaient, à l'époque, quand eux, ils étaient petits, ça s'arrêtait sur Itaga. De Itaga, après, c'est allé jusqu'à Kabinda. Et nous, quand nous sommes arrivés, Kabinda, jusqu'à Pont Kasavubu. Et le tout premier aéroport, vous savez où il était? En face du palais de la Nation. Ici? Les deux pistes que vous voyez qui vont vers le palais de la justice, ça c'était l'aéroport qui recevait les DC-3 de l'époque. Bon. Ok, donc entre le palais de la Nation, le mausolée et le palais de justice, les deux routes qui passent devant le ministère des Affaires étrangères. Oui, okay. Voilà, c'était la première piste, les deux premières pistes. Merci beaucoup, Monsieur Kiwakana. Et justement, en parlant de ça, j'aimerais revenir, Christelle, si tu permets, au cas de Moby Metal. Vous avez parlé donc du travail à la ferme, de l'agriculture. Ici, on voit que vous êtes investi dans le secteur industriel. Or, on voit aussi aujourd'hui de plus en plus cette tendance des personnes à investir dans l'immobilier. On se demande, est-ce parce que c'est parfois peut-être plus simple, on construit un immeuble et puis on s'assied calmement en attendant donc de percevoir des loyers, alors que le vrai potentiel de développement économique repose justement sur la productivité, qu'elle soit agricole ou dans le secteur industriel, la manufacture, mais qui demande évidemment beaucoup plus de travail, plus de suivi, plus d'organisation et de rigueur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais cette question est très importante et très pertinente.
Je crois que les autorités politiques de notre pays en sont parfaitement conscients. La preuve, les quelques orientations qu'ils prennent aujourd'hui vont dans ce sens-là. L'immobilier, il est important parce qu'il apporte une plus-value au pays. C'est vrai, parce qu'on investit à l'intérieur du pays. Ça apporte une plus-value, ça assainit la ville et ça permet à la ville de vivre. Mais il faut créer des conditions, les meilleures conditions qui soient pour que l'agriculture puisse devenir une réalité. Les investissements dans l'agriculture demandent énormément d'argent. Et dans l'agriculture, on ne récolte pas les bénéfices tout de suite. Il faut attendre plusieurs années pour récolter les bénéfices. Je ne vais pas rentrer ici dans le credo de ce qui oppose le patronat et parfois certains décideurs, mais l'agriculture demande énormément d'argent. Il faut également se dire ceci, c'est que les investissements doivent être également la volonté des nationaux eux-mêmes. Vous ne pouvez pas prétendre vous assumer entièrement si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu votre propre économie. Ce que je déplore chez des jeunes gens, c'est cette absence d'initiative privée. Tout le monde croit qu'en terminant les études, le seul moyen de survivre, je ne reproche pas à mes amis qui font la politique de faire la politique, il faut aussi des gens qui font la politique. Mais tout le monde ne peut pas faire la politique. Il faut vous intéresser à l'initiative privée. Mais pour que vous puissiez vous intéresser à l'initiative privée, il faut que vous ayez des valeurs de référence dans le secteur privé. Si vous ne vous intéressez pas à l'initiative privée, vous-même, vous les jeunes, cela voudra dire que vous continuerez à avoir besoin d'autres personnes pour simplement exister. Et ça, c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas continuer à être toujours pris par la main pour pouvoir marcher. Il arrive un moment où il faut marcher seul. Mais pour cela, il faut une volonté. Tout ne se trouve pas dans la politique. C'est vrai, c'est important. Mais occupez-vous de votre économie. Vous aussi. Et pour cela, il faut d'abord une volonté, une détermination et le sérieux au travail. Voilà. Et alors, sur Christelle, permets-moi encore une petite question. Alors, j'anticipe des réponses que vous donnerez beaucoup de jeunes. Oui, mais il faut des moyens, il faut du capital. La volonté, on l'a, mais on n'a pas de moyens. À ça, qu'est-ce que vous dites? Mais je dis ceci. Celui qui vous parle est un exemple même de ce cas que vous venez de citer. Si je devrais étaler ma vie privée, comment moi j'ai grandi, je pense que c'est une facilité, ça de dire il faut des moyens. Non. Le moyen, c'est d'abord soi-même. C'est vrai qu'il faut des opportunités. Je crois que ceci va peut-être mieux illustrer. Nous avions un professeur d'économie appliquée qui s'appelait le professeur Lévy. Dans ma promotion, nous étions 17. Oui. Nous étions 17. À la fin des études, ce monsieur se met devant nous. Il nous dit, tous ceux qui veulent continuer passent à droite. Et ceux qui veulent s'arrêter à ce niveau-ci passent à gauche. Les deux groupes se sont faits. Les profs nous regardent, il nous dira, vous voyez, vous m'avez toujours pris pour un grand professeur. Mais aujourd'hui que vous avez terminé, je vais vous décevoir en vous disant
que je ne suis pas aussi grand que vous ne croyez. Parce que la matière que je vous ai enseignée, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Moi aussi, je l'ai apprise. Mais je vais vous poser une question. La première, vous allez tous vous-même répondre dans votre intérieur. Je ne veux pas de réponse. Vous-même. La question est celle-ci. Êtes-vous plus intelligent que vos copains qui n'ont pas pu terminer? Que chacun de vous réponde dans son fort intérieur. Vous avez terminé. Est-ce que vos copains qui n'ont pas terminé, vous êtes certain que vous êtes plus intelligent qu'eux? Il nous a laissé pendant 5 minutes la tournée. Et puis il revient pour la deuxième question. Il dit, vous qui êtes à droite, pourquoi vous voulez continuer? Les Africains disaient, oui, moi, j'ai ma famille, je vais aller m'occuper de ma famille. Les Européens, j'en ai mal d'étudier. Bon, chacun a donné sa version. Et vous, à droite, pourquoi vous voulez continuer? Moi, je vais devenir docteur, je vais devenir agrégé, je vais devenir... Chacun a donné sa version. Après, il nous a regardé, il dit, vous voyez, si j'étais dans votre promotion, moi, je me serais mis à gauche. Évidemment, ceux de droite, ils ont protesté. Il dit, mais c'est vous qui nous avez toujours encouragé d'étudier, d'aller plus loin. Attention, ceci ne veut pas dire que je ne vous encourage pas d'étudier, d'aller plus loin dans vos études. Hein? Il faut aller aussi loin que possible dans vos études. Mais je vous transmets une expérience que moi, j'ai reçue également d'une personne qui le savait. Il nous a dit ceci. Pourquoi je me serais mis à gauche? Parce que dans la vie, il vaut mieux avoir un diplôme et 20 bonnes relations que d'avoir 20 diplômes et pas de relations du tout. Voilà. C'est à vous de voir. À bon entendeur, salut de nouveau. Voilà. Et je pense que Nathalie, nous sommes arrivés au point des questions-réponses. Oui, merci Christelle. Et tout à fait. Et donc, nous allons prendre la question de Jim Ingoy. Dans une course, souvent, la flatterie est loi. Fut le cas à l'époque. Alors, à l'époque du Marshall, bien entendu. Alors, ma question est celle-ci. Bénéficiez-vous d'une humilité particulière pour pouvoir exprimer votre opinion ouvertement? Non. Non. Je vous dis, mais alors, pas du tout. Mais seulement voilà. Je crois, sincèrement, parce que je ne sais pas être hypocrite. Je crois. Et que j'ai toujours eu un comportement de déférence par rapport aux autres. Le respect de l'autre. Jamais je me suis permis d'offenser volontairement quelqu'un pour le simple plaisir de l'offenser. Je pense que cela jouait énormément. Et comme je n'étais pas hypocrite, et comme je n'étais pas... En fait, c'était souvent le travail, parce qu'effectivement, lorsque vous parlez de flatterie, il y a également... Vous oubliez une chose, c'est ce mot qui ronge notre société aujourd'hui, c'est la préférence à l'appartenance au groupement qui peut être tribal, provincial, simplement. Or, je crois que d'autres le diront pour moi, je n'ai jamais manifesté ce genre de comportement. Je crois que ça faisait déjà référence en ce moment-là et ça me permettait d'avoir une marge de manœuvre. Voilà ma réponse. Donc vous n'étiez pas hypocrite, vous étiez franc, mais vous ne, comment dirais-je, vous ne vous lanciez pas non plus dans des frasques ou des grandes batailles verbales, ce qui vous permettait d'être vous-même sans faire de vagues, donc sans provoquer en fait. Voilà. Vous savez, pour vous les jeunes, retenez ceci. Quand ce que vous avez à dire n'est pas plus important que les silences, taisez-vous. Lorsque vous pouvez éviter de vous faire un ennemi, évitez-le.
Lorsque vous avez l'opportunité de vous faire un ami, ne ratez pas ça. Je crois que c'était pour beaucoup. Parce que je peux vous citer énormément d'exemples. Énormément d'exemples. Ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit. À l'époque, comme les gens croyaient que tout le monde faisait des fétiches, on croyait que c'était ça, mais c'était pas ça du tout. Alors, on prend la question de Matiba, vous. Votre décision, celle de partir du cabinet, dépendait-elle de votre propre épanouissement ou est-elle l'écho du refus de complaire à votre travail? Non, c'était pas du refus. C'était pas du refus. J'assume entièrement les choix qu'ils avaient faits à l'époque. C'était pas du refus, pas du tout. Bah justement, est-ce que ce choix dépendait ça ne partait pas de votre refus justement de rester dans cet environnement de flatterie et d'une certaine complaisance? Beaucoup seraient restés en se disant que c'est une bien meilleure position, pourquoi j'irai voir ailleurs? Non, c'était pas du refus. Surtout à cette époque, c'était quand même très rentable. Non, c'était pas du refus, c'était une question de volonté, de savoir d'abord ce que l'on veut. Parce que pour décider, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Vous ne pouvez pas vivre sans savoir ce que vous voulez, qui voulez-vous devenir. Parce que vous les plus jeunes, faites très attention. Vous avez l'impression que vous avez tout le temps. On n'a pas tout le temps. Vous devez vous déterminer par rapport au temps. Le temps ne tient pas compte de celui qui ne tient pas compte du temps. Réexpliquez. Vous avez des choses à faire. Dites-vous ceci. Les années où vous êtes, même encore 100 ans, c'est comme une colline, n'est-ce pas? La colline, c'est quand vous grimpez qu'elle vous demande des efforts. Dans l'hypothèse où vous vivrez 100 ans, votre point culminant, c'est lequel? Peut-être 50, 60, 50. Je sais pas. 50, exactement, disons. 50. Quand vous atteignez 50, qu'est-ce qui arrive? Vous ne montez plus, vous commencez à descendre. N'est-ce pas? Lorsque vous descendez, quel est le premier geste rationnel que vous faites? Puisqu'en montant, vous avez un sac à dos. Vous avez toutes les charges. Vous atteignez 50, vous commencez à descendre, quel est le premier geste utile? Vous prenez une canne, je ne sais pas. C'est de vous décharger. Se décharger. Mais c'est pas ça que vous faites, vous. C'est pas ça que vous faites. À la montée déjà, vous avez vous-même remarqué que ceux qui vous ont précédé ont commis des erreurs. Mais vous vous engouffrez dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes, sans vous corriger. Quand vous montez, vous fournissez énormément d'efforts. La descente dépendra de la manière où vous vous êtes organisé. Soit la pente est raide, soit elle a un angle un peu aigu, ou soit il a un angle droit. Ça dépend de vous-même. Donc, ce que vous devez faire entre 25 et 35, vous devez le savoir. Ce que vous devez faire entre 35 et 45, vous devez le savoir. Entre 45 et 55, vous devez le savoir. Voilà les 3 périodes essentielles et fondamentales dans la vie de quelqu'un. Mais si à 55 ans, vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire avant, vous commencez à courir. Et là devient le danger. Je vous fais peur. Hein? Il n'y a pas 2 choses dans la vie que vous faites 2 fois. Même pas un acte. Vous nous posez, les gestes que vous faites, vous le faites une seule fois dans votre vie.
chaque geste que vous faites, chaque pas que vous posez, vous ne le faites qu'une seule fois. Là, nous allons revenir sur le problème du temps. Là, on est tenté de philosopher, là. Hein? Vous ne faites pas ça 2 fois. Vous voyez là, par exemple, maintenant, nous venons de rire tous. Mais dans notre vie à nous tous, cette fois-là, c'est fini, c'est passé. Si nous rions de nouveau, ça sera une autre fois. Ça n'est plus cette fois-là. Il n'y a pas 2 choses, 2 actes que vous posez une seule fois. Au fait, puisque nous sommes dans une émission dont l'objectif est de transmettre les valeurs, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Et pour vous éviter de faire n'importe quoi, vous êtes plus jeune, c'est d'éviter d'être distrait. Il ne faut pas être distrait dans la vie. Pour éviter d'être distrait, vous savez ce qu'il faut d'abord faire. La meilleure arme pour éviter d'être distrait, c'est de vous aimer. Quand vous regardez la glace le matin, vous devez vous dire « je m'aime ». Vous devez vous accepter. Si vous ne vous aimez pas, c'est que vous n'avez pas de l'amour pour vous-même. Donc vous n'en avez pas à donner aux autres, puisque pour vous-même, vous n'en avez pas. Tout à fait. Ben, ce que vous n'avez pas pour vous-même, vous n'en avez pas pour les autres non plus. N'est-ce pas? Bien. Si vous vous aimez, vous savez que l'alcool fait du tort à votre corps. Vous n'allez pas prendre l'alcool d'une manière exagérée. Si vous vous aimez, vous savez que la drogue fait du mal au corps. Vous n'allez pas vous droguer. Et si vous vous aimez, on vous dit, faites attention, protégez-vous. Vous ne vous protégez pas, c'est que vous ne vous aimez pas. N'est-ce pas? Alors, si déjà vous ne vous aimez pas vous-même, vous êtes distrait par les différentes corruptions, qui soient matérielles, morales et tout, vous allez où? Quel genre d'homme vous voulez devenir, être? Vous n'irez nulle part avec ça. Donc à un certain moment-là, il faut faire un arrêt sur soi, réfléchir, puisque vous êtes comme vous êtes là, vous êtes ceux qui seront demain appelés à gérer ce pays. C'est vous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le premier jour, on m'avait dit, et je vais vous dire c'était qui? Nous, quand nous avons commencé la carrière ici, je vous dis, moi j'avais 27 ans. J'ai vu des photos que vous avez publiées. J'avais 27 ans, pas plus. Alors, il nous reste un dernier reportage, Nathalie? Tout à fait. Justement, ça tombe à pic, puisque une des œuvres que vous avez accomplies et qui compte le plus pour vous est votre engagement dans l'enseignement. Vous n'avez pas simplement prêché en parole, mais aussi en action, vous avez prêché par l'exemple. Rappelons que vous l'avez dit, l'éducation est la base du développement de toute nation, et votre engagement a donné ce résultat, regardez. Pour Jean-Pierre Kiwakana, l'éducation reste une question vitale pour toute nation. Il prêche par l'exemple en mettant en place une des premières écoles privées tenues par un promoteur congolais. Cours Sénèque voit le jour en 1985, dans la commune de La Gombe. Destiné d'abord à accueillir un hôpital, le terrain verra finalement la construction d'une école, faute d'autorisation nécessaire pour le projet hospitalier. 14 promotions d'élèves plus tard, ce curieux concours de circonstances aura permis à ce promoteur de transmettre le meilleur de l'éducation. Avec les options maths physique, biochimie, littéraire ainsi que commerciale et administrative, l'école a réalisé un des meilleurs scores de la ville lors de la dernière édition des examens d'État, le plaçant au niveau de véritable dispensateur de savoir et d'excellence depuis bientôt 30 ans. Le couronnement de cette œuvre a été la reconnaissance des diplômes Cours Sénèque
dans les universités étrangères, notamment en Europe, aux États-Unis ou encore au Canada. Et nous prenons la dernière question qui est celle de Joey. En abordant ce thème, bien entendu l'entièreté ici développée comme droiture et franchise, mon souci est celui de savoir, est-ce dans l'environnement actuel, est-il facile de trouver des personnes entières, si je peux le dire, et que gagnerait-on pour un jeune de l'être? Merci. Ben, je veux dire que c'est pas très à la mode peut-être pour l'instant, je sais pas. Non, je crois que d'abord, de tous ceux qui ont posé des questions, c'est le seul qui est aux Beaux-Arts. Oui. Là, je vais revenir là-dessus. Les Beaux-Arts, parce que ça m'intéresse, les Beaux-Arts. Tout le monde, il ne faut pas croire que les hommes sont tous négatifs ou mauvais. On peut trouver d'énormes qualités chez les hommes. Parfois, il faut susciter ces qualités-là. Autant que les hommes peuvent plonger parce que l'influence environnementale est mauvaise, autant les hommes peuvent se montrer extrêmement positifs parce qu'on a suscité chez eux l'élément essentiel qui soutient cet élément. Pour ça, c'est mon point de vue. C'est d'où l'éducation devient très importante. Commençons par l'éducation. Même lorsque nous disons changement de mentalité. Changement de mentalité, c'est quoi? C'est un slogan. Est-ce que vous croyez que c'est simplement par les slogans que nous allons arriver à le faire? Il faut commencer par l'éducation. L'éducation. Qui parle d'éducation parle également de la volonté de maintenir la cellule familiale. La cellule familiale qui est un élément très important. Voilà. Vous êtes des Beaux-Arts, je vous dis, dans l'éducation. Aujourd'hui, tous les jeunes qui terminent, même ceux qui sont capables d'utiliser leur capacité professionnelle, ne le font pas parce que tout le monde veut aller à l'université traditionnelle. Un pays ne se construit pas qu'avec les docteurs en droit, il faut en avoir. Un pays ne se construit pas qu'avec des économistes, j'en suis un. Un pays ne se construit pas qu'avec... Un pays se construit aussi et surtout de la formation technique et professionnelle. Ça, c'est important. Eh bien, le temps passe très vite, Christelle, et je pense que nous arrivons vers la fin de cette émission, malheureusement. Tout à fait, Nathalie, et bien sûr, au-delà de tout ce qui a été déjà récolté pendant ces différents échanges, Monsieur Kiwakana, il est évident qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une population estimée à 70 millions de personnes, dont plus de la moitié est encore jeune. Et aujourd'hui, au regard de votre expérience et surtout de votre parcours, en homme qui fait la promotion de l'éducation, mais aussi en économiste avisé, quel message particulier aurez-vous aujourd'hui à adresser à cette jeunesse qui nous suit à travers cette émission? D'abord, un message de responsabilité. D'abord, être responsable. Un message de responsabilité, un message qui dit responsabilité dit sérieux. Qui dit sérieux dit travailleur. Il faut travailler. Travailler, j'insiste beaucoup sur le mot travailler. Il y a d'abord l'amour de son pays, parce que le pays, c'est ce que nous avons de commun. C'est le seul bien que nous avons tous en commun. C'est aimer ce pays. Aimez votre pays.
Vous avez vu dans mon parcours, j'aurais pu rester à l'extérieur. Mais je suis rentré. Et c'est dans ces milieux-là que j'ai évolué. Si vous êtes sérieux, vous êtes responsable, vous rencontrerez des gens sérieux, des gens responsables qui vous aideront à aller plus loin. Mon parrain n'était pas de ma province. Madrandele n'était pas de ma province. Le feu Madrandele, il était de la province orientale. Non, c'est vous dit, il faut vous départir de cette inertie mentale que nous avons à vouloir pleurer toujours sur soi. Vos collègues étrangers qui arrivent ici, des jeunes étrangers qui arrivent ici, personne de ces étrangers-là ne fait la politique. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi ces jeunes, qui sont comme vous, ils sont ici 2 ans après, 3 ans après, ils sont à la tête des affaires qui marchent. Pourquoi? Se lamenter sur soi, s'autoflageller, ne sert à rien. Juger, c'est trop facile. Il faut s'engager d'une manière responsable, très responsable. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut commencer par vous aimer d'abord. Vous aimez vous-même. C'est en vous aimant que vous aurez de l'amour à donner aux autres. L'amour que vous donnez aux autres, si vous vous faites du tort vous-même, si vous avez de l'amour pour les autres, vous penserez aux autres qui vont souffrir parce que vous vous êtes fait du tort. C'est une manière d'aimer également. Alors commencez par aimer. Vous aimez, aimez votre pays et mettez-vous au travail, sérieusement. Vous êtes étudiant, travaillez sérieusement. Faites vos études sérieusement. Ça vous rattrape. Ah, je vais coopérer avec les profs. Il n'y a pas de problème. Vous coopérez et puis après, vous ne savez rien. Je vais vous dire encore autre chose. Même si vous avez un diplôme universitaire, une question, est-ce que le fait d'avoir un diplôme universitaire vous donne le droit de savoir? Les diplômes universitaires vous donnent la... il y a quelques-uns qui ont fait le droit ici. Les diplômes universitaires vous donnent la présomption de savoir. C'est une présomption. Lorsque vous avez un diplôme universitaire, vous avez l'avantage d'avoir une présomption de savoir. Mais cela ne veut pas dire que vous savez. Comme le contraire est aussi vrai. Celui qui n'a pas de diplôme universitaire, ce n'est pas parce qu'il n'en a pas qu'il ne sait pas. Ah. Ça vous amène à être un tout petit peu modeste sur vous, à vous remettre toujours en question, à vous lancer à vous-même votre challenge pour dire mais qu'est-ce que je dois savoir? Comment je vais apprendre? Apprendre ne s'arrête pas. Nous parlons ici des sciences humaines, hormis les sciences exactes. Parce que dans les sciences exactes, quand vous êtes en polytechnique, à la faculté des polytechniques, 2 plus 2 égale 4. Vous ne pouvez pas faire 2 plus 2 égale 3,5 ou 2 plus 2 égale 4,5. Non, 2 plus 2 égale 4. 4 pour l'Américain, 4 pour l'Européen, 4 pour l'Asiatique, 4 pour l'Africain, 4 surtout pour les Congolais aussi. Ne cherchez pas à faire du 2 plus 2 égale 3,5 ou 4,5. Voilà. Voilà, merci à vous, Monsieur Kiwakana, pour cette importante contribution. Mais surtout, merci à vous qui êtes venus ici, chers
participants et surtout à nos intervenants qui ont su faire preuve de beaucoup de disponibilité, Nathalie. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, on espère vous revoir bientôt à d'autres occasions pour une autre leçon. En tout cas, merci à vous. Avec plaisir. Merci Christelle, merci à tout le monde. Voilà, merci à toute l'équipe qui a donc réalisé cette émission. C'est avec beaucoup d'impatience que nous allons vous retrouver pour le prochain Congo d'Excellence. Et qui sait, peut-être que ce sera vous. Merci, à bientôt.